Bonjour, être propriétaire pour 1 seul euro, l'idée séduisante est déjà testée dans certaines villes européennes ou ailleurs dans le monde. Le but, redynamiser des quartiers laissés à l'abandon. Mais la bonne affaire peut, selon certains, se transformer en piège, car le nouvel acquéreur doit, en échange, s'engager à remettre le bien en état. Pierre Pinte, bonjour. Vous êtes pour ce type de formule, vous êtes premier échevin de la commune de Tubize et pensez que cela a de nombreux avantages, on va en parler. Contre, c'est l'avis de Laurent Degrave. Bonjour. Bonjour. Vous êtes courtier en assurance et auteur. Devenir propriétaire à ces conditions risque de renforcer la misère, entre autres, c'est l'un de vos arguments. Et vous, l'idée vous séduit-elle? Vous posez-vous des questions? Réagissez, soyez pour ou contre. Bonjour et merci à tous les deux d'être avec nous sur ce plateau de Pour ou Contre aujourd'hui pour parler de ces propriétaires qui pourraient le devenir pour 1 euro. Pierre, vous dites, moi je dis ça fait rêver, la formule elle existe, on va en parler dans d'autres endroits du monde, mais quel est son avantage principal? C'est l'accès à la propriété en fait. Ça favorise l'accès à la propriété d'une part, et d'autre part, ça dynamise les centres-villes. Il faut se méfier des slogans parce qu'en fonction des situations, l'habitat à 1 euro ne revêt pas tout à fait la même réalité, que ce soit en France, en Italie ou en Grande-Bretagne, où les concepts ont été essayés, aux États-Unis aussi d'ailleurs. Oui, mais j'y suis globalement favorable pour. Favorable, oui, j'espère, sinon vous n'êtes pas du bon côté, il va falloir changer. Non, je suis globalement pour ce type de politique parce que d'abord devenir propriétaire, c'est important, c'est la brique dans le ventre qu'ont nos concitoyens. D'une part, et d'autre part, ça permet de dynamiser les centres urbains. Chez nous, en Belgique et autour de Bruxelles, c'est un peu compliqué de... On va en parler, on va détailler tout ça, mais je voudrais donner la parole à Laurent. Vous êtes plutôt contre, mais oui, pour quelle raison? Alors, pour quelle raison? C'est que le prix d'1 euro est quelque chose d'attractif, effectivement, mais il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que ce n'est pas le prix final. Donc la personne va dépenser effectivement 1 euro pour devenir propriétaire, mais ça reste un grand mot. Elle va devenir propriétaire de quoi, finalement? Elle va devenir propriétaire d'un immeuble qui est en général insalubre, qu'il faudra rénover à gros frais. Et donc là, j'ai un petit peu peur qu'on aille vers des gros risques. Quand on sait comment c'est déjà, comment est le cas, quand on achète un bien et qu'on doit le rénover, les surprises qu'il peut y avoir dans une rénovation. Oui, c'est ça, même quand on le choisit soi-même. C'est déjà tellement dangereux de se lancer dans ce genre d'aventure que je me demande qui va pouvoir se permettre finalement ça. Parce que le grand risque, c'est quoi? C'est qu'on veut le faire pour des raisons sociales, en disant on va mettre finalement la propriété ou l'acquisition pour des gens qui sont des gens défavorisés avec des bas revenus. Mais comment ces gens vont rénover? Est-ce qu'on ne va pas créer encore plus de misère sociale en obligeant ces gens-là à s'endetter, tout simplement? Je voudrais une réaction chez vous. Moi, je crois qu'effectivement, ce n'est pas les plus défavorisés qui sont visés par ce type de mesures. C'est une classe moyenne dont on se rend compte qu'elle a de plus en plus de difficultés à acquérir des biens, à devenir propriétaire. Dans ma région, qui est le sud de Bruxelles, on a un exode qui n'est pas post-industriel comme en Grande-Bretagne, qui n'est pas pré-industriel comme en France, mais qui est dû à une montée des prix de l'immobilier, une pression constante. Et donc on doit mener des politiques pour que nos jeunes puissent continuer à habiter dans nos communes. Mais ce sont des jeunes de la classe moyenne, incontestablement, et là je rejoins Laurent Degrave, il a raison, incontestablement, on ne va pas donner de l'habitat à des gens précarisés qui n'auront pas les moyens, en fait, d'en faire de l'habitat confortable. Par contre, la classe moyenne pourra aménager son logement comme il l'entend en fonction de ses besoins. Et moi je crois que les promoteurs immobiliers où je crois que le pouvoir public n'est pas à même d'évaluer aussi bien les besoins des gens qu'eux-mêmes. Donc autant qu'ils fassent les travaux eux-mêmes. Vous évoquiez la France à l'instant. C'est justement l'exemple de Roubaix qui nous a donné l'envie de faire ce sujet aujourd'hui. Je vous propose tout de suite de faire place à l'image qui fait mouche. Voilà, donc devenir propriétaire pour 1 euro, ça se passe à Roubaix, on le voit là, proprio pour 1 euro, une bonne affaire. Alors, voilà la bonne affaire, ça c'est l'image qui fait mouche, ce sont quand même des maisons C'est une très bonne affaire, comme on le voit. Mais voilà, il faut murées, comme on dit. Tout à fait. Mais il faut se poser la question, déjà, l'origine. Pourquoi ces biens ont été finalement laissés à l'abandon? Pourquoi les gens sont partis? Quelle est la raison qui a fait que ces gens sont partis? Et comment on fait pour ramener des gens dans ces villes? Là, pour le coup, c'était une zone industrielle. Tout à fait. La raison, c'est très simple. C'est que les industries sont parties, qu'il n'y a plus de travail et que les gens qui habitaient ces biens n'ont plus su eux-mêmes les entretenir et sont partis en suivant un chemin économique normal, ont déserté ces régions pour aller travailler ailleurs. Aujourd'hui, on veut remettre des gens dedans. Mais alors, il y a deux possibilités. Soit on va remettre des gens, comme je disais, précarisés. Ça, c'est ma grande crainte. Monsieur Pinte a dit qu'effectivement, ça ne serait pas l'idée générale. Mais soit on va amener des gens qui ont du travail, qui travaillent. Est-ce que vraiment les gens qui ont des moyens financiers ont envie d'aller s'investir là-dedans ou ont envie de vivre dans ces régions-là?
C'est le risque incontestable de la formule. Encore une fois, les titres des journaux et les slogans, ça ne donne jamais de solution au véritable problème. Ici, la réalité que nous connaissons chez nous est un peu différente de Roubaix, parce que suite à la désindustrialisation, ils n'ont pas eu d'économie compensée là-bas. Ils n'ont pas eu l'apparition directe de nouveaux types d'économies. Dans ma commune qui est Ubis, qui a connu de plein feu la désindustrialisation, nous avons des projets alternatifs. Et donc la pression foncière existe. Le dernier élément que vous ne citiez pas tout à l'heure. Concrètement, vous mais concrètement, nous, la demande, demande, elle existe. Et nous, dans les maisons de ce type, elles sont encore aujourd'hui habitées, elles sont aujourd'hui mises aux normes, elles sont aujourd'hui équipées. Néanmoins, on doit faire face à des habitants qui ont tout pour habiter chez nous, mais dont le niveau du prix de l'immobilier ne permet pas d'accéder. Je songe vraiment particulièrement aux jeunes ménages, parce que c'est notre objectif politique même dans ces régions-là, c'est de permettre à ce qu'ils restent près de leur travail, près de leur famille, près de leur centre d'activité. Le travail n'y est plus, c'est pour ça que c'est le cas de Roubaix, c'est pour ça. C'est le cas de Roubaix. Mais chez maintenant, nous, on parlait d'Italie. L'Italie, c'était fabuleux. On a vendu en Sicile des villages entiers. C'est ça. Des villages entiers, c'est extraordinaire. Mais ça a été vendu comment? Ça a été vendu à des investisseurs extérieurs. Quand je dis investisseurs extérieurs, c'est des gens privés qui avaient l'opportunité d'acheter une deuxième résidence dans un cadre magnifique en Sicile, dans une région extraordinaire, mais qui se trouve à 100 km de tout travail. Oui. Mais les gens qui partent en vacances là-bas ne vont pas pour travailler, donc fatalement, réaménagent et vont là-bas pour profiter de la vie. Ici, on parle de la Belgique. La Belgique, elle fait, si vous faites 100 km pour aller travailler, vous partez de Roubaix, vous êtes déjà en Hollande. On n'a pas ces distances qu'on a chez eux, qui expliquent beaucoup plus facilement les raisons. Chez nous, pour moi en tout cas, je pense qu'il serait beaucoup plus intéressant de faire un projet global et peut-être même de raser ces maisons ou de les réaménager différemment. Pour vous, c'est mieux de les raser. Mais aujourd'hui, si des investisseurs étrangers arrivent et rachètent ce genre de bâtiments, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les raser pour en faire des nouveaux bâtiments. Pourquoi? Parce que ça coûtera moins cher de les raser que de les rénover. Parce que le coût de la rénovation, on sait ce qu'il est. Il est très important. Oui, justement, je voudrais vous faire part d'une petite phrase de l'adjointe au maire de Roubaix, qui disait ceci: nous proposons des immeubles murés, on les a vus, mais en bon état. Ce qu'elle appelle en bon état, c'est fondation, mur porteur, toiture, ça vous fait sourire, en effet. Oui. Elle dit, c'est de la réhabilitation. Donc moi, j'avais envie un petit peu d'être dans le concret et de proposer à nos téléspectateurs justement quelque chose de bien concret. Combien ça coûterait? Et je fais appel à un expert. Bonjour Guido Castermans, vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Bonjour Guido, vous avez suivi le début de cette émission avec nous. Donc voilà, moi j'avais vraiment envie d'avoir votre expertise. Donc vous faites des expertises dans le cadre de prêts hypothécaires, donc vous connaissez bien. Donc vous savez de quoi on parle, des petites maisons de rangée, environ 100 mètres carrés, on dirait un rez-de-chaussée, un premier étage. Il n'y a pas de châssis, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'électricité. À quoi doit s'attendre l'acquéreur? Je pense qu'ici, dans le cadre d'une grosse rénovation, s'il ne faut pas refaire la toiture, on peut être très vite à 800 € du mètre carré. 800 € du mètre carré, donc. Pour une maison de 100 mètres carrés, on sera très vite à un budget de 80 000 € hors TVA. 80 000 €, on est d'accord que là, on est vraiment dans quelque chose de très basique. Ça veut dire, concrètement? Oui, donc c'est ici, comme ce sont des petites maisons, on ne va pas partir dans des matériaux très luxueux. Au niveau des cuisines, on peut aussi être dans des cuisines relativement simples. Sinon, pour des immeubles plus importants ou des matériaux plus importants, je crois que 1 000 € du mètre carré, on y sera rapidement. D'accord. Merci Guido. Une question de notre invité Laurent. Le prix à la construction sera combien au mètre carré, plus ou moins? Si on partait sur une construction en construction neuve, on démarre en général à 1100, 1150 € du mètre carré. Et puis ça monte si on va dans des matériaux ou dans du luxe plus important. Et puis c'est différent aussi au niveau de la TVA du coup. La rénovation, c'est moins cher que la construction. Ici en Belgique, pour une rénovation, un immeuble qui a plus de 5 ans, on est à 6% de TVA. D'accord. Tandis que si on est en construction neuve, on est à 21% de TVA. Très bien, alors, merci. Je ne sais pas si en France, ils suivent la même politique au niveau de la TVA. Ben voilà, on envisage peut-être pour la Belgique, qui sait, on pourrait lancer. Merci Guido d'avoir participé à notre émission. En fait, quelque part, c'est du donnant-donnant, Pierre.
Oui, et d'ailleurs, les promoteurs privés le font. Moi, dans ma commune, j'ai le site des anciennes forges de Clabec, très concrètement, 88 hectares de terrain industriel, avec tout ce qui y va avec. Mais les grands promoteurs s'y intéressent pour faire ce que des petits individuels pourraient faire. Alors, je ne dis pas qu'ils achètent tout à fait à 1 euro, mais ils font quand même des marges assez intéressantes sur les terrains, à condition de requalifier, à condition de redynamiser, à condition de donner une nouvelle vocation à des terres qui ont été abandonnées. Alors pourquoi ne pas imaginer un système public? Alors je ne sais pas si proprio à 1 euro est le bon slogan, mais pourquoi ne pas imaginer un système public où on aiderait aussi des petits individuels à le faire pour leur habitation principale? Est-ce que c'est pas de problème les communes qui doivent faire ce genre de choses? Alors non, parce que ma question elle est là aussi. On va revenir toujours à la même chose. Les communes rachètent ces maisons. Oui, mais qui paye finalement? Je suis aussi échevin des finances, donc évidemment ça demande le déploiement de moyens dont nous ne disposons pas. Je voudrais aussi dire que dans l'argument que vous avez développé tout à l'heure, la parole à Laurent qui s'interrogeait. Dans l'argument que Laurent donnait tout à l'heure, incontestablement, il a raison. À 12 minutes en train du centre-ville de Bruxelles, qui est la capitale de l'Europe, on ne peut pas dire qu'on a les mêmes contingences qu'à Roubaix ou dans le sud de la Sicile, c'est évident. Donc ce type de politique ne peut pas être transposé tel quel, que ce soit dans ma commune ou les communes alentours. Et c'est là que j'en reviens par rapport à l'article que j'ai lu, où on veut donner, finalement, c'est bien, à des petits revenus, à des gens qui ont des difficultés financières. Comment ces gens qui ont des petits revenus vont obtenir un crédit? Moi, je travaille dans le crédit depuis des années. C'est très difficile. Des gens qui n'ont pas de revenus professionnels ne savent pas facilement. Est-ce qu'ils ne peuvent pas retaper petit à petit aussi cette maison? Oui, mais alors ils n'auront l'aide d'aucune banque. Et finalement, c'est toujours la même chose. On va faire, excusez-moi l'expression, mais presque faire un ghetto. On va mettre tous ces gens à bas revenus dans une même région, dans une même rue, qui sont dans un état de délabrement catastrophique, à mes yeux en tout cas, et on va faire des ghettos en mettant tous les pauvres ensemble. Là, je suis embêté pour votre émission, parce que je suis tout à fait du même avis que Laurent Degrave. Je crois vraiment qu'il ne faut pas viser des populations précarisées, parce que les logements qu'on a vus à Roubaix, ils ne sont pas habitables tels quels. Alors faire petit à petit des travaux en y habitant, c'est pas possible. Il faut compter entre 50 et 100 000 euros. Il faut s'adresser à une classe moyenne, mais qui, je le rappelle, aujourd'hui, a vraiment beaucoup de difficultés à devenir propriétaire, elle aussi. Je parle de ménages qui travaillent tous les deux, ce qui est une minorité, ils ont déjà du mal. Ça pourrait être possible, là, dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, je trouve que c'est une formule qui pourrait être intéressante, mais on ne peut pas l'appliquer telle quelle chez nous, parce que c'est vrai qu'on a et les droits d'enregistrement, qui seraient calculés sur la valeur réelle et pas sur l'euro qu'on paye, et les différences de TVA. S'il y a effectivement 15% de différence selon qu'on rénove ou selon que l'on construit. Le ministre Renders s'est un jour interrogé, quand il était ministre des Finances à l'époque, de savoir si 5 ans était un bon délai pour commencer à ne payer plus que 6% de TVA, parce que 5 ans, on ne peut pas dire que ce soit vraiment une vieille habitation à rénover, mais il y a là tout un certain nombre de mécanismes publics, on pourrait en faire la synthèse. Et nous l'avons fait dans ma commune. Ma question, c'est, à partir du moment où on mettrait ça dans les mains, non plus des bas revenus, mais de la classe moyenne, comment est-ce qu'on va... Un couple, par exemple, un couple de salaire. Comment on va choisir? On sait très bien comment fonctionnaient certains partis politiques, où finalement c'était par amitié, copain à copain, ah ben tiens, tu veux une maison à 1 euro. Comment on va faire? Vous craignez qu'il y ait un peu de corruption dans tout ça? Alors, soyons logiques, je ne parle pas de... Vous avez justement en politique. C'est un grand risque qu'il faut appeler un chat un chat. Ce que nous avons fait, c'est que ça s'appelle le lotissement et champ des oiseaux. Nous sélectionnons des jeunes ménages sur des bases objectives. C'est un règlement qui est voté, d'ailleurs, par les instances démocratiques. Et c'est au fur et à mesure des demandes qui répondent aux critères, c'est-à-dire des critères d'âge, des critères de résidence à proximité, etc. Ça s'appelle le champ des oiseaux. C'est même disponible sur Internet. Il y a encore quelques terrains de 5 à 10 arts à acheter à la commune de Tubize. Et la province du Brabant Wallon, par exemple, l'institution provinciale, elle contribue à concurrence de 50 ou 90 euros, je pense, par mois au prêt que contractent ces jeunes ménages et cette classe moyenne auprès des organismes financiers. Donc on est très loin de la politique de bon papa. Quelles seraient les conditions financières, par exemple? Vous évoquez ça, c'est ça la grosse difficulté. La grosse difficulté, elle est là, c'est d'abord les conditions financières. Est-ce que vraiment des gens ont envie d'aller vivre dans ces quartiers-là? Parce qu'il faut voir de quoi on parle aussi. Et en imaginant qu'ils ont envie d'y vivre. En imaginant qu'ils ont envie d'y vivre, c'est la collectivité qui va payer pour ces gens. C'est très bien. Moi, je suis pour, fatalement, payer 1 euro pour être propriétaire, mais allons-y. Oui, évidemment. C'est génial, ça permet de créer du dynamisme, du développement. On pourrait dire ça comme ça. Mais il y a l'effet pervers, c'est qui va aller là? Pourquoi ils vont aller là et comment ça va se passer au terme. Vous savez, dans les années 60, on a créé un truc fabuleux en France, c'était les cités, c'est les HLM et tout ça. C'était fantastique. Vous aviez à l'époque le président français, je ne sais plus lequel c'était, qui a vendu cette chose en disant c'est quelque chose d'extraordinaire. On fait des logements, on fait des grandes tours, tout le monde vit ensemble, c'est génial, vous avez les crèches, on a vu le résultat au final. C'est une catastrophe économique, mais c'est aussi une catastrophe au point de vue humain. Donc moi, ça me fait peur. Il y a aussi cette question du bail.
quel type de bail en fait ça entraînerait? Est-ce que la personne est propriétaire et de la maison et du terrain? C'est toute la difficulté que Laurent de Grave soulignait, c'est comment choisir le citoyen qui effectivement bénéficie d'une distorsion du marché, puisque quand l'État intervient d'une manière ou d'une autre dans le marché de l'immobilier, qui est un marché libre de libre-échange, il faut bien choisir sa méthode d'intervention, quel est le citoyen qu'on va cibler, et ensuite quelles sont les politiques qu'on est prêt à mener autour pour que tout cela soit vivable et agréable pour tous. Il y a la définition, un bail amphithéotique comme on le fait à Louvain-la-Neuve par exemple, c'est-à-dire pour 99 ans, et donc c'est une très bonne formule pour que le pouvoir public ou des organismes de nature publique puissent garder une maîtrise du foncier au cours du temps. Parce que dire, voilà, vous devez y habiter pendant 5 ans, ou vous devez avoir tel ou tel critère. Nous sommes en Belgique, nous sommes tous des Belges, on va subitement tous avoir moins de 35 ans, on va subitement tous avoir un cousin ou une cousine qui est domicilié tout près, etc. Et puis subitement, si dans les 5 prochaines années, on veut acheter un appartement à la mer, on le fera acheter à sa grand-mère, etc., pour pouvoir rentrer dans les critères. Donc il y a là vraiment tous les critères qu'il faut pouvoir mettre au moment de l'acquisition de ces biens, et puis il faut pouvoir l'observer au cours du temps. Et le bail amphithéotique et le fait d'avoir un lien continu avec celui qui bénéficie du logement permet de contrôler ce qu'il en fait. Je vais dire deux choses. Moi, de nouveau, si on reparle de certains quartiers, on pourrait parler de Charleroi ou de Roubaix, j'ai vraiment l'impression que c'est replâtrer les jambes de bois sur du plâtre. À un moment donné, il faudrait changer la Magnette, il pense d'ailleurs à appliquer ce type de... Oui, mais moi je pense que c'est mieux à un moment donné de réhabiliter complètement, de raser. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des normes qui sont des normes au niveau des permis, qui sont tellement insupportables, pour que ce soit pour les promoteurs, pour les investisseurs, qu'on ne sait plus investir dans ces communes-là. J'ai eu récemment une discussion dans le cadre d'un colloque où on disait que, par exemple, Louvain-la-Neuve, Louvain-la-Neuve ne serait plus possible aujourd'hui. Parce qu'il faut tellement de permis pour faire ce genre de ville que c'est pratiquement devenu impossible avec le CDT et ainsi de suite. Moi, je ne connais pas tout ça par cœur parce que ce n'est pas mon métier, mais je sais que c'est ça la grosse difficulté aujourd'hui, c'est l'obtention de permis pour réhabiliter des communes, des villes et certains quartiers. Je pense que M. Perpin pourra me confirmer qu'il a le même problème à Tubize. Oui, voilà, il y a aussi le problème du permis de bâtir. C'est tout de suite la dernière minute. Allez, si le téléspectateur, notre téléspectateur, devait retenir un argument ou en tout cas résumer votre pensée, Pierre, allez-y, 30 secondes, top chrono, c'est parti. Je voudrais que le téléspectateur sache qu'il y a des autorités publiques qui réfléchissent en continu comment permettre à la classe moyenne d'acquérir son propre logement et d'être en mesure de l'acquérir. Laurent, vous avez le mot de la fin et 45 secondes. Ma grande crainte, c'est que 1 euro n'est pas une bonne affaire quand on sait tous les travaux qu'il faudra réaliser derrière, la réhabilitation du site, et qu'on est quand même dans des quartiers environnementaux qui sont pour moi des quartiers défavorisés, et je pense que ça serait une erreur. Ce serait une erreur. Vous avez encore le droit à la parole, il vous reste quelques secondes. Bon, je vous en prie, profitez-en. Vous êtes là pour ça. Le temps pour ou contre, mais il faudra bien mesurer son coût. Mais c'est clair qu'un slogan reste un slogan et un propriétaire à 1 euro n'est pas un propriétaire à 1 euro. C'est ce qu'on appellerait de la publicité mensongère si c'était une entreprise qui le fait, mais quand c'est l'État qui le fait, il semble que dans les pays avoisinants, c'est possible. Mais chez nous, en Belgique, on ne ferait jamais quelque chose d'aussi populiste que de dire soyez propriétaire à 1 euro. Merci. C'est pas possible. Merci à tous les deux d'avoir dit oui à notre invitation et à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous demain pour une nouvelle question d'actualité. Tout de suite, RTL Info, 13h, Luc Gilson.